pour 20 minutes, pendant lesquelles je vais vous présenter Foster Forest, donc qui est un jeu sérieux et qui vient justement compléter ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le besoin pour des gestionnaires forestiers publics et privés d'appréhender l'adaptation au changement climatique avec des outils qui dépassent la seule technique et qui vont vers du socio-économique. Donc pour ça, je parlerai de plusieurs points qui sont les 5 points là qui sont affichés sur cette slide d'introduction. Et donc, Mathieu, je t'arrête juste. oui, il suffit. 30 secondes. Ouais. On voit pas ta présentation, on voit ton écran, Oui. ton bureau. Ah mince, ok, ça marche comme ça, c'est mieux. Parfait. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, ok, ça marche. Très bien. Et donc, voilà, je vais vous présenter Foster Forest, mais avant, je tiens à dire que je suis très heureux que le Forest InLab commence, parce que, à mon sens, on a tout à gagner à remettre un peu de sciences humaines et sociales au cœur de la vision qu'on a parfois de la gestion forestière. Et à ce titre, en fait, pendant ma thèse, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais j'ai aussi fait un tour de la bibliographie, en particulier des projets que la France finance en recherche en foresterie sur l'adaptation au changement climatique depuis en gros 20 ans. Alors ça peut être des projets ADEME, PSDR, BGF, il y en a tout un paquet. Et tout le monde dit, mais vraiment tout le monde, qu'il faut surtout pas faire l'impasse sur les sciences sociales. C'est écrit dans tous les appels à projets. Et puis en fait, sur 163 projets qui ont été financés sur ces thématiques forêt-climat, on en a fait seulement 25. J'ai recensé qui font un usage explicite de la géographie, de l'économie et autres. Donc c'est pas beaucoup, et heureusement qu'il y a des initiatives comme le Forest InLab pour remettre un petit coup d'attention de projecteurs sur les SHS. Alors voilà, bon ça c'était un petit peu le quart d'heure perso, mais en attendant, je vous ai promis de parler de Foster Forest. La première question, c'est pourquoi créer un atelier un petit peu différent de simulation de la gestion forestière. Et en fait, ce qui était frappant, durant tout le début de ma thèse et pendant les 3 années où j'ai rencontré des forestiers privés, publics ou autres, ou des propriétaires, etc., c'est que tout le monde a dit, par rapport à l'adaptation au changement climatique, franchement, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, ça m'a beaucoup posé de questions pendant mes visites forestières parce que la réflexion des personnes, la plupart du temps, c'était très technique. Il faut diversifier les essences et les âges, Mariek en a parlé. On va diversifier les modes de gestion sur la rotation, sur la sélection des essences, etc. Mais la réflexion, elle ne porte que très rarement sur la diversification des usages forestiers, de l'utilisation qu'on a des services écosystémiques. Parce que parfois, on pourrait diversifier avec même des atouts économiques au-delà de la seule production de bois. Donc, il y a de plus en plus de réflexions sur le paiement pour stockage de carbone, sur des questions sur les usages récréatifs, la protection des dynamiques écologiques, etc. Mais ça, c'est très peu mis en avant lors de la réflexion sur l'adaptation au changement climatique, qui vient surtout sur le bois, quoi. Et puis, on parle peu de la diversification des acteurs de la gestion forestière. La plupart du temps, on reste sur les classiques, j'ai envie de dire, qui sont l'Office national des forêts, les communes forestières, les propriétaires, et puis parfois, on parle aussi des parcs naturels régionaux. Alors que, en fait, aujourd'hui, on en a parlé aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux acteurs qui sont actifs dans la gestion forestière ou qui souhaitent être actifs. On a parlé des collectifs citoyens. Mais il y a aussi des entreprises de l'économie de la compensation carbone qui arrivent de plus en plus dans la gestion forestière. Donc tout ça m'a fait dire que si on veut vraiment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour l'adaptation au changement climatique, eh bien, il nous faut un outil qui prenne en compte plus que la technique, les aspects socio-économiques de la foresterie et qui permette de réfléchir à l'adaptation en simulant la gestion forestière pour tester des idées sans que ce soit avec des conséquences concrètes, que ce soit à des échelles collectives, parce que les questions socio-économiques se règlent rarement seules, à une échelle régionale aussi, et il fallait que cet outil permette de stimuler la réflexion de l'adaptation, de la gestion forestière, au-delà de la seule technique. Donc tout ça, ça m'a conduit à créer mon propre outil, un jeu sérieux, qui s'appelle donc Foster Forest. Alors, maintenant, je vais vous présenter un peu plus concrètement ce que c'est.
Donc déjà, juste le nom, Foster Forest, c'est un anagramme qui signifie encourager, soutenir les forêts. Et concrètement, c'est un atelier qui dure une demi-journée, qui est hébergé la plupart du temps par une structure d'animation territoriale, du type, la plupart du temps en tout cas pour moi, parcs naturels régionaux. Et le parc, en l'occurrence, va recruter des participants. Il y a 5 participants, donc une personne de l'ONF, un ou une élue d'une commune forestière, un ou une gestionnaire d'espaces naturels protégés, et puis 2 propriétaires privés, ou alors on peut mixer un propriétaire privé et des personnes qui travaillent au Centre national de la propriété forestière. Donc c'est vraiment une version très réduite des forestiers, alors que tout à l'heure je parlais justement d'ouvrir les acteurs de la foresterie à plus que ces personnes plus classiques, mais pour diverses raisons qu'on pourra évoquer dans les questions, il m'a fallu resserrer vraiment sur les personnes qui prennent les décisions au bout du compte. Et donc dans cet atelier, on a plusieurs parties. Un briefing d'explication pour présenter le jeu, c'est une trentaine de minutes. On va ensuite avoir 2 heures globalement pour jouer 3 à 4 tours de jeu. Et ensuite, on termine par un débrief collectif qui est très important et qui permet vraiment à tout un chacun de livrer son impression sur sa stratégie de jeu, sur ce qu'il a vécu et aussi sur le lien à la réalité entre l'atelier, qui est globalement une simulation, et ce qui se passe vraiment dans sa vie quotidienne professionnelle. Donc concrètement, ça ressemble à ça. On a des forestiers qui sont autour d'une table et chacun de ces forestiers, de ces joueurs, doit collecter des informations à l'aide de différents documents pour prendre ses décisions de gestion. Ensuite, ils viennent me voir, l'animateur, je rentre leurs décisions dans l'ordinateur et puis on va activer un logiciel qui permet d'actualiser le plateau de jeu qui est informatisé pour voir quelles sont les conséquences des actions, des opérations forestières qui ont été jouées. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a un ordinateur que je manipule et qui est directement relié à un projecteur permettant à tout un chacun de voir sur le mur la carte du domaine forestier, du massif forestier qui présente plusieurs informations. Donc tout ça, je vais y revenir un petit peu. Alors, les joueurs ont des objectifs partagés. Ils doivent être à l'équilibre budgétaire, c'est plutôt des contraintes d'ailleurs, et à l'équilibre sylvo-cynégétique pour pas qu'il y ait trop de dégâts de gibier et que leur forêt se maintienne. Mais après, ils ont aussi des objectifs propres. Les gestionnaires d'espaces naturels protégés doivent mettre en place un programme de conservation des vieux arbres et faire tout ce qu'ils peuvent pour favoriser le stockage des carbones sur le massif forestier. On a l'élu municipal qui, en tant qu'élu, est aussi dans le syndicat de bassin versant de gestion des eaux et qui doit gérer la qualité de l'eau et qui fait face, du côté de ses administrés, parfois à des plaintes ou des demandes en paysage forestier et donc doit tenir compte de tout ça. L'Office national des forêts, la personne qui joue ce rôle, doit récolter un certain pourcentage, en l'occurrence j'ai un peu forcé le trait, de la production de biomasse pour continuer à alimenter la filière bois. Et puis on a un propriétaire privé qui est de plus dans une démarche d'accumuler suffisamment d'argent pour payer les frais de succession, l'aspect vraiment patrimonial de la forêt à ses héritiers, et qui donc a ça comme contrainte propre. Alors, ça c'est les objectifs, mais pour mener à bien leurs objectifs, les joueurs prennent des décisions. Donc c'est globalement ce qu'on a de très classique dans la sylviculture. On peut couper plus ou moins d'arbres en sélectionnant ou pas les essences, on peut faire de la plantation, et puis il y a tout le reste de la gestion forestière, donc il y a des actions sur le foncier, on peut adhérer aussi au programme de conservation, et il y a très peu de choses sur la chasse. Et puis, au cas où, il y a des actions que moi, en tant que maître du jeu, j'ai codées et qui restent secrètes. Elles ne sont pas révélées aux joueurs et qui me permettent de réagir plus ou moins rapidement à des idées qui viendraient de la part des joueurs d'actions et qui ne sont pas forcément prévues. Donc, par exemple, je me suis codé une option pour mettre en place très rapidement un paiement pour stockage de carbone si certains des joueurs veulent initier cette démarche-là. Donc, les joueurs viennent me voir quand ils ont décidé ce qu'ils veulent faire sur leur parcelle, mais pour décider de la bonne action à faire, ils ont besoin d'informations.
Et donc, ces informations, il les trouve sur plusieurs cartes qui sont actualisées grâce à l'ordinateur. La carte des propriétés. Donc, par exemple, vous avez en bleu, en haut à droite. Alors, sur la carte en haut à droite, mais en haut à gauche sur cette carte, en bleu, ce sont les forêts domaniales ou en jaune moutarde, les forêts communales, par exemple. Et puis, on a d'autres cartes qui sont, pareil, actualisées. Donc, la qualité du sol, les parcelles éligibles ou pas à un programme de conservation. Donc ça, c'est en termes d'informations à la parcelle. Et puis, au sein de chaque parcelle, on a un inventaire forestier qui va préciser le peuplement des essences, le peuplement des parcelles, donc en fonction de l'essence et de catégorie de diamètre. Donc ça, ce sont les informations sur les parcelles. Et on a des informations plus larges qui sont elles aussi actualisées. Donc au début d'un tour de jeu, eh bien, on a le courtier qui s'appelle Monsieur Duramen qui va faire des projections économiques à 10 ans. Donc là, c'est simplement une fiche qui explique les prix du bois en fonction des essences et des diamètres. On a Climato France qui va expliquer quelles sont les projections climatiques, là encore, à 10 ans, parce qu'un tour de jeu dure 10 ans. Et à chaque fois, on a actualisation des indicateurs qui permettent à chacun des joueurs de savoir où ils en sont de leurs objectifs. Donc, à titre d'exemple, les élus des communes forestières peuvent savoir si la qualité de l'eau a augmenté, diminué, ou pareil, ils ont un indice de satisfaction des habitants. Donc, tout ça, ces indicateurs sont actualisés en fonction des décisions qui ont été prises auparavant. Donc, par exemple, si on a tout le monde qui a tout coupé et planté du Douglas partout, l'indice de satisfaction des habitants, tout comme la qualité de l'eau, ne va pas être très très fort. Il va même être complètement fait. Donc ça, c'est le fonctionnement global d'une partie, mais ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu que je développe ce jeu, et pour ça, eh bien, je me suis appuyé sur la modélisation d'accompagnement, bon, je vais pas détailler ici, mais en 2 mots, c'est créer des jeux sérieux pour la gestion de socio-écosystèmes. Voilà. Mais on va y revenir peu à peu. Donc, j'ai d'abord créé une première représentation de la gestion forestière sous contrainte de changement climatique. Ça, c'était d'après des terrains de ma thèse que j'avais fait dans les Vosges et dans les Landes. Et c'est seulement ensuite, pendant 6 mois, que je suis allé présenter ce premier modèle, donc qui joue, quelles sont les actions, etc. à faire, à plusieurs personnes pour qu'ils m'aident à améliorer et simplifier le modèle. Donc, par exemple, j'ai pas mal échangé avec la Fédération nationale des communes forestières pour voir quels pouvaient être les intérêts ou les rôles, les actions à jouer pour les élus. Mais il y avait bien sûr d'autres personnes qui m'ont accompagné dans cette simplification. Au bout d'un moment, on a fait une partie avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord pour valider le modèle qui avait été retenu. Et donc, ça m'a permis d'avoir un modèle de jeu final qui nous semblait convenable. Mais après, il fallait passer du modèle au jeu. Et donc, j'ai encodé les règles du jeu sous Cormas, avec aussi, par exemple, un module de croissance forestière, comment les arbres poussent en fonction des essences et des âges, de la qualité du sol, etc. Donc, il m'a fallu tout coder ça grâce à Cormas. Et puis, j'ai passé du temps à créer les livrets de jeu, expliquer le déroulement d'une partie dans un livret de maître du jeu, etc. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les choix de modélisation, et je vais plutôt garder du temps pour vous présenter les résultats des premières parties qui se sont déroulées de mai à juillet 2019 pendant ma 3e année de thèse, c'est-à-dire l'an dernier, j'ai fini en décembre ma thèse. Alors, déjà, on a eu 9 parties qui ont été jouées dans toute la France parce que les règles du jeu et son fonctionnement sont génériques. Tout est codé de telle manière que les paramètres soient des moyennes nationales. Donc, j'ai pu jouer en Auvergne, en Normandie, dans les Pyrénées, etc. Et à chaque fois, ce qui était vraiment, on peut le dire, c'était vraiment marrant de voir la rapidité avec laquelle les participants s'emparent du jeu et font la part des choses entre les simplifications nécessaires à simuler la gestion forestière et la possibilité de tester des idées. Donc ça a vraiment pas mal marché et c'était un plaisir pour un animateur de pouvoir mener ces différents ateliers. Et puis, à chaque fois, ce qui était intéressant, c'est que il y a eu, alors, oui, à chaque fois, il y a eu des stratégies d'adaptation qui sont sorties et qui étaient moins interventionnistes, c'est-à-dire pas forcément portées sur la technique pure.
Donc, je vais brièvement revenir sur quelques-unes de ces stratégies. Et ça, mais juste avant de revenir sur les stratégies, je voudrais vous parler des résultats du jeu qui m'ont d'abord sauté aux yeux, parce que l'adaptation n'est pas venue en premier. Ce qui est vraiment venu tout de suite dans la simulation, dans ces ateliers Foster Forest, c'était l'importance de la chasse et la pression sociale. C'était la préoccupation première des participants. Les élus en particulier, ils ont eu peur de la réaction des habitants quand il y avait des coupes de prévues dans le jeu, à tel point que, par exemple, il y a une partie où il y a une élue forestière d'une commune forestière qui a proposé et mis en place un programme de sensibilisation dans le jeu sur la gestion forestière pour éviter les plaintes. Donc ça nous a permis de confirmer que cet atelier permettait bien de refléter la réalité professionnelle de la gestion forestière. Après, on a pu confirmer d'autres résultats sur la prépondérance, par exemple, de l'aspect production de bois par rapport aux autres services écosystémiques, ou la prépondérance de l'adaptation interventionniste, où on va changer, par exemple, la densité des parcelles, remplacer des essences, etc. Mais j'ai pas le temps de discuter de tout ça. Je préfère revenir sur deux choses. La première, c'est les adaptations stratégiques qui ont été retenues. Ça a principalement été la mise en place de paiements pour stockage de carbone. Moi, ça m'a frappé parce que tout au long des 3 années de thèse, j'avais remarqué qu'il y avait plein d'innovations en forêt. Vous en connaissez certainement d'autres, comme la mise en place d'appellations d'origine protégée du bois, où on va valoriser la qualité plus parfois que la quantité de bois. Et c'est une manière de moins avoir la pression du changement climatique sur les volumes de bois produits. Il y a d'autres initiatives qui existent avec le développement d'AMAP bois, par exemple. J'ai vu ça pour vendre en circuit local du bois de chauffage, etc. Donc, on a plusieurs possibilités pour diversifier économiquement ces rentrées d'argent en tant que propriétaire forestier, public ou privé. Mais dans le jeu, ce qui est ressorti, c'était vraiment le paiement pour stockage de carbone. Donc, ça ne veut pas dire que le jeu va seulement focaliser les participants là-dessus, parce que depuis, j'ai fait d'autres parties où il y a eu, par exemple, l'AOP qui est ressorti un petit peu, mais ça montre, je pense, qu'il y a un effet communication au grand public sur ces services écosystémiques stockage de carbone qui va vraiment rentrer dans la tête des participants et les mener à ça assez rapidement. Et puis, bon, donc ça, c'est un des résultats du jeu. En dernier point, moi, ce qui m'a vraiment marqué, et c'est, je pense, l'intérêt premier de Foster Forest, au-delà d'être un outil de recherche, c'est un outil de prospective et de communication qui permet de prendre du recul en tant que participant sur la gestion forestière et sur l'adaptation. Sur la gestion forestière, j'ai eu beaucoup de choses assez surprenantes où, par exemple, on dit souvent du mal, par exemple, des propriétaires forestiers qui ne seraient pas intéressés sur la biodiversité dans certaines régions. Moi, dans une région assez productiviste de ce point de vue-là, j'ai eu un propriétaire qui m'a dit, moi, j'ai envie de mieux connaître les intérêts écologiques des îlots de sénescence et qui allait discuter avec le gestionnaire d'espaces naturels protégés. Donc, c'est un signe d'apprentissage qui peut se faire grâce à Foster Forest. Et puis, c'est aussi un atelier qui permet de prendre du recul sur l'adaptation au changement climatique en sortant de l'échelle ma parcelle et des outils techniques pour vraiment aller discuter avec ces autres interlocuteurs de la gestion forestière et voilà, s'emparer d'outils socio-économiques qui sont soit très anciens, soit plus récents. Et moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut utiliser ce jeu pour compléter les solutions techniques. On ne va pas les remplacer, bien sûr, mais avancer vers le fameux ne pas mettre tous ces outils dans le même panier. Alors, il me reste 1 minute pour vous parler des améliorations et des perspectives. Aujourd'hui, j'ai développé une nouvelle version de Foster Forest qui est relativement identique, mais où on peut, par exemple, inverser les rôles. L'ONF va jouer le rôle des élus, qui vont jouer le rôle des propriétaires, etc., pour faciliter l'apprentissage. On a une version aussi qui est un peu moins mathématique, un peu plus ergonomique, et surtout une version qui comprend maintenant des cartes actions collectives déjà prêtes. Là où la version de recherche attendait que les participants proposent de même. Donc, je vous donne juste un exemple d'une carte action collective. C'est justement, on en parlait tout à l'heure, tester un programme de migration assistée
À chaque fois, il y a des bénéfices et des inconvénients. Et j'ai souhaité surtout proposer des cartes actions collectives qui soient sur des aspects sociaux et économiques de la gestion forestière. Là, en fait, c'est un mauvais exemple, c'est le seul qui est technique. Et maintenant, je travaille avec différents partenaires pour pouvoir utiliser ce jeu dans une version prospective, en particulier le parc naturel régional du Périgord Limousin. Et Foster Forest est maintenant accessible en ligne, gratuitement. Il n'y a pas besoin de moi pour la faire jouer, pour faire jouer une partie. Il y a des tutoriels pour vous expliquer comment le faire. C'est plus rapide. Ça vous permet, dans différents territoires, d'y jouer en un après-midi, en comprenant le débriefing. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas soit à m'en parler, soit à aller sur le site Foster Forest. Et j'ai parlé comme si c'était moi qui avais fait ça tout seul, mais pas du tout. Mes directeurs de thèse, de nombreuses personnes des différentes institutions forestières et puis plein d'autres mondes que je peux pas citer ici m'ont aidé. Donc, je les en remercie. Et je vous incite, si ça vous intéresse, à me poser des questions ou à m'écrire ou à consulter le site fosterforest.fr.